On n'a pas le son. Monsieur le sénateur, Ouais. vice-président du Sénat, messieurs les présidents des commissions parlementaires Outre-mer, mesdames, messieurs, je suis très heureux de participer à ce colloque. L'Outre-mer veut sortir la tête de l'eau et de contribuer à l'ouverture de la session intitulée Malgré les différences entre territoires, une problématique commune, partager une ressource rare entre de multiples besoins. Je tiens à remercier au passage Madame Dominique Martin-Ferrari pour son invitation. La problématique de l'eau, au-delà d'être mondiale, est singulièrement prégnante dans nos territoires ultramarins, et ce, malgré leurs différences. Le défi étant de mieux se préparer à partager une ressource rare entre de multiples besoins dans un contexte de changement global. Et c'est ce qui motive ma présentation en introduction à cette session que je déroulerai en 7 points. Donc après une brève présentation de mes missions, je ferai un court rappel sur les enjeux mondiaux sur l'eau. Je parlerai également de l'origine des conflits d'usage pour l'eau pour aborder la problématique de l'eau dans la Grande Caraïbe. Voilà, j'évoquerai également des pistes pour construire la résilience face aux évolutions pressenties du changement climatique et conclure sur quelques priorités autour du concept de One Water. Alors, je suis Harry Ozzy-Lafontaine, directeur de recherche INRAE. J'ai été entre 2013 et 2020 président de centre et délégué régional Antilles-Guyane. Et depuis 2021, j'ai entamé une nouvelle mission à l'international auprès de la direction des relations internationales d'INRAE. Ma zone d'intervention est la Grande Caraïbe. Elle inclut les 3 départements français d'Amérique. Le thème sur lequel j'interviens concerne les transitions agroécologiques et bioéconomiques des systèmes agricoles et alimentaires au regard des changements globaux, adossés aux enjeux du Green Deal et des objectifs du développement durable, tout en contribuant à l'édification et la mise en œuvre des principes de One Health et de One Water qui sont inscrits dans les orientations stratégiques d'INRAE 2030. Alors, il n'est pas inutile de rappeler ici que l'eau est plus que jamais un enjeu mondial, qu'il s'agisse de pollution des océans, d'eutrophisation des cours d'eau, de contamination aux métaux lourds et effluents industriels, de progression des déserts, d'accès restreint à de l'eau potable, autant de défis à relever et qui doivent mettre en place des plans d'action draconiens. Alors, il faut savoir qu'en 2030, 30 à 40% de la planète sera en stress hydrique et cela va concerner près de 2 milliards d'habitants. Il faut savoir qu'également, en 2030, on aura 1 milliard de plus de personnes à nourrir avec 60% de l'eau disponible. Alors ceci requiert un changement fondamental, c'est-à-dire faire plus avec moins, mais changement qui rencontre 2 types de limites. Tout d'abord, celle liée à la gouvernance, comment aller du local au global, mais aussi celle liée à la contradiction de résoudre de nouveaux problèmes avec d'anciennes solutions. Cela appelle à de nouveaux développements technologiques pour une gestion plus innovante et plus rationnelle des ressources en eau. Alors, quelques mots sur les conflits d'usage pour l'eau. Il faut savoir que le mot rivalité tire son origine du latin rivus, qui signifie ruisseau. Cette racine a donné les mots riverain et rivaux, autrement dit à l'origine, ceux qui tirent leur eau du même cours d'eau. Contrairement aux biens collectifs pour lesquels il n'existe ni rivalité ni exclusion, les divers usages de l'eau peuvent déboucher sur des conflits que l'on peut définir comme la manifestation sociale de situations de concurrence pour l'utilisation de la ressource. Alors il existe de nombreux usages et de multiples usages pour l'eau, c'est-à-dire la consommation des ménages, l'irrigation des terres agricoles, la pêche, l'industrie, les sports nautiques, le tourisme, qui sont souvent concurrents. La concurrence tend à être beaucoup plus importante lorsque la ressource est faible et que les demandes d'usage sont nombreuses. Il existe également des tensions saisonnières qui sont fortes. Alors les problèmes environnementaux que doivent résoudre notre société ont souvent une inscription territoriale forte. Ils mettent aux prises des acteurs dotés de leurs propres objectifs et soumis à leurs propres contraintes économiques et sociales, et qui se trouvent en situation d'interdépendance, soit parce qu'ils sont en concurrence pour l'utilisation d'une même ressource environnementale, soit parce qu'apparaissent des problèmes d'externalité négatives comme des pollutions. Alors, ces interdépendances conduisent souvent à l'émergence de conflits d'usages environnementaux, par exemple lorsque les usages agricoles sont en compétition avec les usages domestiques lors de périodes de sécheresse prolongées. Alors, quelle est la problématique de l'eau dans la Caraïbe, la Grande Caraïbe? On peut dire qu'elle est majeure, mais avec de très forts contrastes. Par exemple, entre îles ou zones continentales où la ressource peut être soit abondante, c'est le cas de la Guadeloupe avec son château d'eau sur l'île de Basse-Terre, ou la Guyane avec son réseau fluvial, ou rare, c'est le cas des îles calcaires, comme la Barbade, Antigua et la Grande-Terre en Guadeloupe. Il existe également des contrastes saisonniers importants, des problèmes liés à la redistribution, même lorsque la ressource est abondante, c'est le cas entre la Basse-Terre et la Grande-Terre en Guadeloupe,
Il existe également de multiples besoins à satisfaire avec des antagonismes entre différents secteurs, on l'a dit, domestiques, agricoles, industriels, le tourisme, mais aussi des menaces sur l'eau avec les pollutions et les effets attendus du changement climatique. Alors comment construire la résilience pour l'eau au regard des effets attendus du changement climatique? Alors pour le climat, c'est bien connu, on s'attend à un réchauffement climatique important sur toute l'année, avec des vagues de chaleur plus intenses, une évapotranspiration plus forte également liée au renforcement du régime des vents alizés, mais aussi un changement du régime des précipitations. Alors pour les nappes phréatiques, hein, c'est l'élévation du niveau de la mer qui aura certainement des conséquences en termes d'intrusion saline. Alors face à cela, il va falloir veiller à augmenter la capacité de stockage en créant par exemple des réseaux de citernes, de mares, de petites retenues. Veiller à réduire les pertes par évaporation, par fuite, en identifiant du matériel plus approprié, avec des machines à laver par exemple qui consomment moins d'eau. Il va falloir veiller également à augmenter l'efficience de l'eau en agriculture, la sélection variétale, la sélection des races plus adaptées à la sécheresse, des pratiques culturelles avec le mulching, les plantes de couverture. Développer une agriculture de précision avec une irrigation goutte à goutte, avec un pilotage, on dirait, millimétrique, mais aussi protéger les nappes fossiles. Alors, par rapport à ça, donc, on peut énoncer peut-être deux pistes qui s'offrent et qui présentent un intérêt vraiment très important en matière de nouvelles technologies de fourniture d'eau. Donc, tout d'abord, il s'agit du procédé qu'on appelle Water from Air, donc WFA, qui est obtenu à l'aide de technologies de déshumidification mécanique ou de dessiccation. C'est une ressource qui est en eau qui est encore peu familière à de nombreux professionnels des ressources en eau. Elle se développe déjà dans les entreprises ou les foyers avec des kits qui fournissent entre 15 à 25 litres d'eau potable par jour. Et des chercheurs canadiens ont développé ce WFA pour des usages collectifs tels que les hôpitaux, les écoles, les usages agricoles permettant la fourniture de 220 à 300 litres par jour. Il y a même un prototype qui fournit 2500 litres par jour qui a été mis en place au Belize en 2006 par Canadian Dew Technology. Ce système, bien sûr, offre de nombreux avantages, en particulier s'il est actionné par une énergie renouvelable comme l'énergie solaire ou éolienne. Une deuxième piste intéressante concerne la réutilisation, valorisation des eaux résiduaires. Sur ce point, il s'agira en particulier d'informer sur les possibilités d'économiser l'eau en changeant les habitudes de consommation. Alors, des économies substantielles peuvent être réalisées dans les foyers des entreprises et secteurs industriels. Solugène, par exemple, propose une solution de traitement des eaux fortement contaminées dans les domaines industriels et agricoles. Dans le secteur porcin, par exemple, sa technologie permet d'extraire 84% d'eau potable du volume du lisier. L'eau pure issue du lisier est récupérée et peut être réutilisée pour abreuver les animaux, laver les porcheries, etc. Dans le domaine industriel, la solution de Solugène, si les contaminants en permettent le traitement, offre la possibilité de récupérer jusqu'à 97% d'eau pure. Et troisième solution, qui paraît importante aussi à souligner, c'est le développement, bien sûr, et les applications du numérique et de l'intelligence artificielle pour une gestion raisonnée, optimisée et anticipée. Alors, comme le souligne Frédéric Renaud, qui est un expert sur les questions de l'eau chez Xylem France, je le cite, il dit que désormais, la numérisation de l'eau permet d'être plus pertinent. Des capteurs plus précis et connectés en temps réel peuvent être installés dans les réseaux et dans les stations. Ils fournissent davantage d'informations couplées à de l'intelligence artificielle, dotant alors les professionnels d'une véritable capacité de prédiction. Alors en conclusion, je dirais qu'il faudra bien sûr se rassembler pour construire ce qu'on appelle le One Water. Donc, c'est un enjeu qui est incarné par des principes fondamentaux d'équité en matière d'eau, d'abordabilité et d'accès à l'eau. Il procède de 7 objectifs qu'il faudra veiller à mettre en œuvre à différentes échelles. Tout d'abord, faire progresser la collaboration régionale sur la gestion de l'eau, accélérer les partenariats entre agriculture et les services publics pour améliorer la qualité de l'eau, maintenir un financement adéquat pour les infrastructures hydrauliques, combiner l'expertise et les investissements publics et privés pour répondre aux besoins en infrastructure, redéfinir l'abordabilité pour le XXIe siècle, réduire les risques liés au plomb et adopter la mission de protection de la santé publique, et enfin, septièmement, accélérer l'adoption de la technologie pour renforcer l'efficacité et améliorer le service de l'eau. Alors, je ne saurais terminer sans souligner les travaux et le rôle de la recherche sur la connaissance et la valorisation des ressources en eau.
Donc, il y a de nombreux travaux qui ont été conduits aux Antilles sur la question de l'eau. Ça concerne les ressources, leur qualité, leur disponibilité, leur distribution, sa distribution, pardon, et les évolutions à venir. Donc, pour citer quelques travaux majeurs, hein, ceux de l'IRD du BRGM, hein, sur les eaux de surface et les nappes phréatiques, de très beaux projets, donc changement climatique et conséquences sur les Antilles françaises, C3AF, avec la Météo France, l'Université des Antilles et le BRGM, donc, qui produit donc des projets, des scénarios sur les projections climatiques futures aux Antilles françaises, et aussi les impacts du changement climatique sur l'élévation du niveau des mers. Donc, les travaux conduits par l'INRA et l'IRCA, qui sont devenus aujourd'hui INRAE, sur l'économie de l'eau dans les zones sèches, notamment, donc avec des études, des travaux sur les besoins en eau des plantes, le fonctionnement des plantes, des sols, pardon, les études fréquentielles du climat, les bilans hydriques, la maîtrise de l'irrigation sur les sols argileux gonflants, les services climatiques avec le Data Knowledge Platform mis au point avec l'équipe du LAMIA de l'Université des Antilles et INRAE, et puis donc la mise en place d'un observatoire des pollutions à Capesterre qui s'appelle OPAL. Puis pour finir, donc, citer également le projet Explore 2, qui a démarré en 2021, qui vise à la réalisation d'un état des lieux des connaissances de l'impact du changement climatique et des besoins des acteurs spécifiques pour soutenir les actions d'adaptation en matière de gestion de l'eau. Voilà pour conclure, donc, je voudrais insister sur trois priorités pour les DOM. Il s'agit premièrement de maintenir l'effort sur le développement d'outils d'aide à la décision, à la fois pour les décideurs politiques et les gestionnaires de l'eau et de l'environnement, bien sûr en prenant en compte les scénarios climatiques à venir. Deuxièmement, organiser l'écosystème One Water dans les DOM et notamment sa gouvernance, on l'a dit. Et troisièmement, faire valoir le droit à l'expérimentation sur des zones pilotes, afin de provoquer ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.